C'est parti, on commence. Allez, donc je disais les procurations. Donc Patrick Scotto donne procuration à Sophie Mérès et Bernard Jamet à Noël Fargier. Il n'y a pas d'autres procurations de votre côté, non? Laurence Griveillas donc donne procuration à Malika Yayaoui, Marie-Paul Garé à moi-même et puis Dominique Fureur à Aura Roche. Voilà pour les procurations. Je vous fais passer la fiche de présence. Donc, on va désigner un secrétaire de séance. Est-ce que Carole de Merson va être secrétaire de séance? Et elle répond par l'affirmative. Merci, Carole. En vote, qui est contre? Qui s'abstient, unanimité. Merci beaucoup. Donc, vous avez reçu donc, le procès-verbal du conseil municipal du 3 avril. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce procès-verbal? Pas de questions. Donc, je vous propose qu'on l'approuve. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Et donc, on rentre dans le vif du sujet de ce conseil de ce soir avec le point numéro 1 qui concerne la modification du tableau des emplois et des effectifs. Cette délibération qui modifie le tableau porte sur 2 points. Le premier sur la suppression d'un poste d'un agent administratif qui était en charge de la commande publique et donc qui n'est plus en poste depuis le 1er septembre 2023. Donc ça permet de régulariser les effectifs réellement en poste aujourd'hui. Et puis la modification d'un emploi d'ATSEM qui serait en 32-35e suite à un départ à la retraite. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Vous abstenez? D'accord. Donc, majorité, merci. Les contrats d'engagement éducatif. Karine, je te laisse la parole. Ah, je clignote plus. Donc, bonsoir. Hop. Je suis à vous. Voilà. Les contrats d'engagement. Donc, le contrat d'engagement éducatif permet d'exercer de manière occasionnelle des fonctions d'animation et d'encadrement dans l'accueil du collectif de mineurs. Il est spécifique car il déroge aux règles du droit de travail sur certains aspects, temps de travail, temps de pause et rémunération. Depuis le 1er mai 2025 et en application du décret du 4 décembre 2024, la rémunération journalière minimale pour un contrat d'engagement éducatif est passée de 4,30 fois la valeur du SMIC horaire contre 2,2 fois sa valeur actuellement. Donc de 26,14 € par jour, on passe à 51,08 par jour en brut. Donc pour Donzère, la grille de rémunération des animateurs en contrat éducatif est la suivante, suivant la délibération qui avait été prise en juin 2023. Stagiaire BAFA, pendant les 14 jours de stage pratique, 3,1 fois le SMIC. Stagiaire BAFA, après les 14 jours de stage pratique, 5 fois le SMIC. Et animateur diplômé BAFA ou BPGEPS, 7 fois le SMIC. Il convient donc à minima de relever la rémunération des animateurs en stage pratique afin de conserver une certaine progressivité en fonction de la qualification. Et il est donc proposé de mettre en œuvre la grille suivante. Stagiaire BAFA, pendant les 14 jours de stage pratique, 4,3 fois le SMIC. BAFA, après 14 jours de stage, 6 fois le SMIC. Et animateur diplômé BAFA ou BPGEPS, 8 fois. Voilà, donc nous sommes appelés à
délibérer et voter. Est-ce qu'il y a des questions sur cette Pas de questions. Je vous propose de voter qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Point numéro 3, tarification. Donc, sur le point numéro 3, c'est la tarification des accueils de loisirs pour les familles non donzéroises. Karine. Alors, tarification pour les familles non donzéroises. La ville de Pierre-Latte a modifié ses conditions d'accueil, entraînant une demande de plus en plus importante dans notre accueil de loisirs, notamment pour les familles domiciliées à la gare d'Adhémar et pour des inscriptions des accueils de loisirs de Donzère. Les enfants de maternelle ne sont par exemple pas admis ou plus admis du tout au regard des capacités d'accueil de Pierre-Latte. La part des non-donzérois a augmenté de plus de 50% et est ainsi passée à 22% des effectifs. Il est donc proposé de mettre en œuvre une modification de la tarification avec un complément de tarification pour les extérieurs déterminé à partir du coût réel d'un enfant accueilli en accueil de loisirs et dont le montant sera modulé en fonction de la participation financière ou non de la commune de résidence. Il est ainsi proposé au conseil municipal de fixer à 10 € contre 1,50 € actuellement le coût de la demi-journée pour les enfants non donzérois et d'autoriser la signature de conventions avec les communes qui le souhaiteront. C'est d'ores et déjà le cas pour la gare d'Adhémar et les Granges-Gontardes. Voilà, donc nous sommes appelés à approuver les tarifs pour les familles non donzéroises. Inscription annuelle restée fixée à 30 €, le taux est inchangé. Le repas à 4,15 € en maternelle et 4,60 € en primaire. Tarif inchangé et identique pour tous. Et la demi-journée à 10 €. Autoriser la signature de conventions avec les communes afin de déduire leur participation de ce qui sera demandé aux familles et autoriser Madame le maire ou au cas échéant un adjoint au maire à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui. Oui, bonjour. J'ai une question concernant les conventions. Est-ce que, à part les 2 communes que vous avez citées, est-ce qu'il y a d'autres communes qui sont intéressées pour faire garder leurs enfants dans notre commune? Pour le moment, non, étant donné que Pierre-Latte a ses propres modalités d'accueil pour les maternelles accueil de loisirs. Saint-Paul, c'est pareil. Malataverne, c'est pareil. Donc, pour l'instant, les 2 communes qui étaient en difficulté par rapport au mode de garde des enfants maternels, les 3-5 ans, c'était surtout la gare d'Adhémar et les Granges-Gontardes. D'accord. Et une autre question, est-ce que les donzérois sont bien prioritaires? Oui, les donzérois sont prioritaires sur les inscriptions, puisque les inscriptions se font maintenant en amont et sont validées après validation, elles sont validées par nos animateurs. Mais ce sont les donzérois qui sont prioritaires sur nos accueils de loisirs. D'accord, donc c'est pas premier inscrit, premier prix? Non, c'est plus... Déjà, ça n'a jamais fonctionné comme ça, mais là, il y a vraiment une harmonisation. Voilà, les enfants souvent sont inscrits pour le mois et ce sont les donzérois qui sont prioritaires sur les inscriptions. Mais on a toujours eu de la place aussi pour les autres. Ça, c'est toujours bien harmonisé. D'accord. Voilà. Merci. Je vous propose... Oui, pardon. Non, juste une précision, est-ce qu'on sait le nombre d'enfants qui seraient concernés sur les communes des Granges, de la Garde et de Pierre-Latte? Ou c'est difficile à dire? Alors, Ordonzère, c'est les tranches 3-5 ans. Donc, hors Donzère, on a un estimatif, par exemple, pour les mercredis en 2024, pour les 3-5 ans, 214 jours. Oui, parce que là, c'est les jours. Ouais, nombre de jours.
214. Oui. On n'a pas le... C'est par jour. On passe au vote et puis on vous donne les infos dès que ça sort là, dès que l'Excel s'ouvre. Ça vous va? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et on revient sur la réponse à la question dès qu'on a l'info. Point numéro 4, je crois. Héloïse, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. La 4e délibération porte sur le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la médiathèque. En effet, le 16 décembre dernier, vous avez été invité à voter pour le projet culturel en fait, de la commune. Et le PCSES est dans la continuité en fait, du projet culturel. Donc c'est un outil qui est un outil de gouvernance, de pilotage stratégique en matière culturelle et notamment dans le domaine de la lecture publique. Il faut savoir que c'est une obligation dans le cadre du projet de futur centre culturel avec l'évolution d'une médiathèque de se doter de ce document-là. Il est censé représenter les grands axes de fonctionnement, donc du coup de la future médiathèque pour une période d'au moins 5 ans. Pour information, c'est un document qui n'est pas gravé dans le marbre, c'est voué à évoluer. Il y en a une première version, mais au fur et à mesure qu'il y aura des évolutions, des réflexions avec les différents acteurs de ce projet-là, eh bien, le PCSES sera amené à évoluer dans ce sens. Donc du coup, considérant que ce document stratégique a fait l'objet d'une concertation entre les agents de la médiathèque, la direction culture et communication de la ville de Donzère et les services ainsi que de la collectivité et les élus, le conseil municipal est invité à adopter le PCSES qui a été annexé à la présente délibération et à autoriser Madame le maire ou en cas d'empêchement un adjoint au maire à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Héloïse. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je vous propose qu'on soumette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Toujours Héloïse pour l'école de musique. La 5e délibération porte effectivement sur l'école de musique avec 2 points. Le projet d'établissement, qui est le pendant en fait, du PCES côté médiathèque, là c'est pour la partie école de musique, et une mise à jour du règlement des études et règlement intérieur. Donc, considérant que l'école de musique municipale est soutenue par le département de la Drôme avec lequel nous sommes conventionnés dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques, considérant la nécessité d'actualiser le projet d'établissement de l'école de musique municipale pour la période 2025-2028 afin de dresser un état des lieux et de définir les nouvelles perspectives de l'école pour les 4 prochaines années, considérant que les ambitions éducatives, sociales et culturelles de la ville de Donzère dans le cadre de son projet culturel, son projet d'établissement est un objectif fondamental, considérant que la proposition de remplacer la discipline chant par la discipline saxophone dans la liste des disciplines fixées par le règlement des études, et considérant la nécessité d'apporter des précisions dans le règlement intérieur de l'école de musique, notamment sur l'échéancier de facturation de la participation des familles, le conseil municipal est invité à adopter le projet d'établissement de l'école de musique pour la période 2025-2028, ainsi que d'approuver le règlement des études de l'école de musique municipale, et enfin d'approuver le règlement intérieur de l'école de musique. Les 3 documents ayant été annexés à la présente délibération et autoriser Madame le maire ou en cas d'empêchement un adjoint au maire à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Héloïse. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Peut-être pas directement lié à la délibération, mais est-ce que les postes vacants ont été pourvus? Au niveau de l'école de musique? Oui. Alors actuellement, nous sommes en recrutement pour le professeur de batterie, puisqu'il était contractuel, donc nous sommes obligés de relancer chaque année. Et nous avons un départ à la retraite du côté de la professeure de violon, et le recrutement a eu lieu lundi. Voilà. Donc normalement, ça devrait être pas trop mal pour la rentrée. Nous l'espérons en tout cas. D'autres questions? Bonjour quand même. Dans le projet qu'on a reçu hier,
Oui, on a reçu donc le projet d'établissement. Et bon, je l'ai lu assez rapidement. Et parce que c'était marqué, c'était marqué en tant qu'association, donc il y avait la Cité des Chênes, il y avait pas mal de salles, et il n'y avait pas la halle des sports, où des fois les associations, je dis œuvres comme Interdance, on fait un truc. Donc c'est juste une remarque que je... Dans le projet, vous savez, dans les lignes où... Ouais. Ben, c'est-à-dire, moi j'ai lu sommairement, donc j'ai vu qu'il y avait différentes... Non, je reviens au projet d'établissement. Ben, celui qu'on a reçu hier, c'était quoi, monsieur Dominique? Ah, le projet donc, est spécifique à l'école de musique, celui qu'on a reçu hier. Non, parce qu'il y avait plusieurs salles décrites, et il y avait marqué association, c'est pour ça. Je crois bien que la pièce complémentaire qui Ouais. a été envoyée hier, c'était sur l'école de musique, si je dis pas de Ouais, bêtises. je pense. C'est ça. Et donc l'école de musique n'a pas vocation à faire de concerts dans la halle des sports, Oui. contrairement ou potentiellement ça peut être soit dans les écoles, soit Ça, effectivement oui. salle des Chênes, etc. Donc c'est Ah, mais c'est d'accord, pour ça ça, qu'elle n'a ça. pas été, elle a pas été mise. Si un jour ça évolue, on Oui, changera d'accord. le règlement. Ok. D'autres questions sur la partie école de musique? Non, je vous propose qu'on soumette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 6, Lucas. Ah, alors oui, si tu veux transmettre les éléments pour la réponse sur les Granges et la Garde. Donc pour les Granges et la Garde à Desmar, c'est 35... On va tenter de ne pas être coupé. Considérant la demande de subvention de l'association Parfum de Jazz, il est proposé de renouveler le partenariat avec eux, mais cette fois-ci pour 2 soirées de 2 concerts, contre une seule soirée en 2024. D'autre part, une demande du judo aussi, après la médaille d'argent au championnat régional, puis une médaille d'or en championnat régional du jeune Noam Valentin, en plus de 93 kilos. Ils ont participé au championnat de France à Paris et ils nous avaient sollicité en amont des championnats de France pour les accompagner financièrement. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder 2 subventions exceptionnelles, 5 000 € pour l'association Parfum de Jazz et 500 € pour l'association du judo club Donzérois. Est-ce que vous avez des questions ? Juste une question, c'est l'année dernière, on avait donné combien à l'association Parfum Jazz? Parfum de Jazz, l'an dernier, c'était 4 500 de mémoire pour une seule Ouais, soirée. c'est ça. Non, 5 000 Pour une seule 5 000 soirée. On me dit 5 000 à gauche, donc 5 000 à droite aussi. Donc apparemment, c'est la même subvention. Ouais, c'est la même, je pense. Ouais. Ouais. Mais par contre, là, on est bien sur 2 soirées, deux événements. 2 événements par soirée. Donc ça, D'accord. on est sur 4 événements. Ouais, c'est pas grave, tu mens. Je Merci. vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 7, Alain Di Paola. Bien, il s'agit d'une acquisition de... de parcelles non bâties, propriété de l'indivision Mélo, et qui peuvent intéresser la commune du fait qu'elles supportent des vestiges archéologiques, des délaissés de voiries, ou sont situées dans la ZAP ou en zone naturelle. La succession Mélo, je peux citer les noms des parcelles, c'est la Z218, Z219, Z220, 82, 83, 175 et C481. Pour les situer, au bout de l'avenue ou la rue, je ne sais plus, des Dolias vers le lotissement La Romaine,
et à la limite de la Nationale 7 d'un côté et un terrain qui se trouve de l'autre côté de la Nationale 7, le 82. Donc, la succession Mélo, qui est représentée par Madame de Panchara, a fait des propositions de vente à la commune pour les parcelles que je viens de citer. Donc, je vais aller au plus court et demander au conseil municipal de voter pour. Je suis paumé. Le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition de ces parcelles que je viens de citer et la Z 82, 83 et 175 qui ont une superficie totale de 5 487 m² au prix de 1 €, toute taxe comprise, le mètre carré. L'acquisition des parcelles cadastrées Z218, 219 et 220 d'une superficie totale de 2092 m² au prix de 3 € TTC, soit 1 € la parcelle, disons la parcelle à l'euro symbolique. Approuver l'acquisition de la parcelle C481 d'une superficie de 8450 m² au prix de 507 € TTC, soit 6 € l'hectare. 600 € l'hectare, pardon. Accepter la prise en charge des frais inhérents à ces acquisitions, frais de géomètre si nécessaire et notariés, engager les crédits nécessaires et autoriser Madame le maire, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Juste une remarque sur la pièce jointe que vous avez fournie. Il n'y a pas les parcelles, je veux dire, c'était assez flou comparé aux autres pièces jointes qu'on a après, où les parcelles ont été définies. Dominique, vous l'avez là pour le mettre? Parce voilà. que là, pour le coup, c'est quand même pas très flou. Non, je veux dire, on n'aurait pas cerné. Vous ne voyez pas où elles sont? Parce que c'est celles qui sont en bleu. Oui, non, mais on voit où elles sont en bleu, mais je veux dire, les Z, tout ce que vous avez dit. Ah ben, en fait, c'est pour les situer. C'était pour savoir. Simple, hein. Il y a la parcelle 218, c'est la fameuse parcelle dont on parle tout le temps, qui comporte les vestiges de la villa romaine, le Mollard. Ça, c'est la 218. Celle qui est à côté de chez moi, là. Voilà. C'est ça. À côté de celle-ci, il y a la 220 et la 219. La 220, c'est une parcelle qui donne accès au lotissement La Romaine, si je ne me trompe pas, et comporte un petit transformateur sur le côté. On a aussi, alors, carrément au bord de la route nationale 7, toujours du côté de l'avenue des Dolias, la parcelle 83 qui fait 370 m². Et de l'autre côté, juste en face, de l'autre côté de la nationale, la parcelle 82 et la parcelle 175, 4421 m² et 696 m² qui sont incluses dans la zone agricole protégée. Il y a enfin une parcelle qui est du côté des Rosées, au bord de la nationale 7, quand on va vers Montélimar. C'est une zone classée en zone naturelle et qui fait 8450 m². C'est celle qu'on voit là-haut, en fait. Ah. Oui, mais c'est quoi? Mais c'est le fichier que vous avez reçu? Ce que Claude a sur son ordi, c'est ce que vous avez reçu, vous, hein, c'est pareil. Il y a toutes les parcelles qui sont dans les pièces jointes. Donc en fait, on est vraiment sur celle à 1 €, on est sur la régularisation foncière. Non, pas de souci. Et celle, effectivement, il y a le petit bout agricole de l'autre côté de la nationale qui est en zone agricole protégée, et puis le bout de bois qui est plus haut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces parcelles ? Oui, nous nous sommes aperçus que M. Deronck s'est absenté de la salle. Est-ce qu'il aurait par hasard des intérêts dans cette vente ? Aucun intérêt. C'est juste la succession de la famille Mélo et il n'est pas partie prenante. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération ? Oui.
Eh ben non, justement, elle est la zone agricole protégée. Ouais. Parce que c'est celle que je nettoie d'habitude. Ouais. Et, Eh ben, et tu pourras continuer à le faire à titre gratuit pour la commune, sans problème. celle qui est de l'autre côté de la route, qui est aussi dans la succession Méno, je croyais qu'elle nous intéressait, celle qui est en bas des dahlias, là, celle qui est à côté de chez le papa de Hicham. Vous en faites quoi, celle-là? Parce que mais nous, on n'en fait rien parce qu'on n'est pas propriétaire. Nous, on rachète... Je croyais qu'elle était en vente. Moi, je croyais qu'elle était... Ah mais on n'a pas vocation à acheter des terres qui sont à lotir, hein, chacun son boulot. Donc nous on rachète, on régularise aussi pas mal d'éléments où il y a un transformateur. Un transformateur, c'est plutôt sur du domaine public normalement. Quand il y a les délaissés de voirie, c'est pareil. Et puis là où il y a un intérêt particulier, c'est sur la villa gallo-romaine. Comme ça permettra enfin de pouvoir finir le circuit hors les murs, et je regarde Héloïse, pour valoriser un petit peu ce qu'il y a dessous et tout ce qui a été découvert il y a 40 ans. Voilà. Et donc, voilà, ça permettra quand même de pouvoir nettoyer cette parcelle et la mettre en valeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette parcelle, sur ces acquisitions? Pas de. Je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Point numéro 8. Quelqu'un qui peut dire à Serge qui parle. Point numéro 8. Alors, point numéro 8, toujours dans le cadre d'acquisition. La société LMB Immobilier, représentée par Madame Lévesque, est propriétaire d'un immeuble de 7 garages, 30 rue Basse-Bourgade, et édifié sur la parcelle B 1631. Alors, le 30 bis rue Basse-Bourgade, c'est l'entrée de cour qui se trouve juste après le tabac, la coiffeuse, etc. Voilà, derrière Proxy. Et tu veux la lire, Amélie ? Et donc, cet immeuble jouxte la cantine du groupe scolaire André Julien. La cantine du groupe scolaire André Julien est devenue trop exiguë et ne permet pas depuis plusieurs années d'accueillir confortablement les demi-pensionnaires. La seule possibilité d'extension de la cantine se trouvera à terme sur la parcelle B 1631, donc ces garages, d'où l'intérêt de cette acquisition, qui est consentie au prix de 60 000 euros TTC. 70 000 euros TTC, pardon. Je suis fâché avec les chiffres ce soir. Donc le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition de l'immeuble de 7 garages, accepter la prise en charge des frais inhérents et engager les crédits nécessaires et autoriser Madame le maire à faire le nécessaire pour les formalités administratives. Tu en veux d'autres ? Je peux parler ? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alain, toujours, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Il y en a encore 3. Allez, c'est parti. Donc là, il s'agit de 2 parcelles, A672 et A675, qui se trouvent au début de la route de Châteauneuf, l'une au bout du lotissement La Palambière, tout à fait au bout, et l'autre dans le virage, à peu près, si je ne me trompe pas, où il y a l'abribus. Confirme, s'il te plaît. Et les poubelles? Non, il y a les poubelles ici? Ah, mais je n'ai jamais vu, tiens. Bon. Ces délaissés représentent un intérêt pour la commune en ce qui pourrait permettre l'installation de points d'apport volontaires, des CSA, et la création de cheminements piétons interlotissements favorisant les mobilités douces. Bien sûr, cette acquisition de parcelles se fera à l'euro symbolique. Donc le conseil municipal est invité à approuver cette acquisition de la parcelle 672 qui fait 94 mètres carrés, la 675 une contenance de 69 mètres carrés à l'euro symbolique, accepter la prise en charge des frais inhérents à ces acquisitions, engager les crédits nécessaires et autoriser Madame le maire aux démarches administratives. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre?
Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Il vaut mieux arrêter quand c'est affiché. Alain, toujours. Déclassement d'un local d'ordures ménagères. Alors là, il n'y a même pas besoin de citer la porte de la Fontaine. Pour ceux qui... La commune est propriétaire depuis quelques années déjà d'un petit local qui servait pour les ordures ménagères, entreposer les bacs et mettre du matériel pour les services techniques, pour le nettoyage. Ce petit local, je ne sais pas si vous le situez, là, c'est une fois qu'on a passé la porte sur la grande rue, il y a une porte, c'est une grille. La porte d'accès est une grille. Bon, ce local, il est donc propriété de la commune, pardon. Et comme il ne sert plus, on a proposé aux propriétaires du garage qui se trouve adjacent s'ils étaient intéressés pour le racheter. Pour information, les domaines ont estimé à 100 € la valeur du local. Donc, le conseil municipal est invité à constater que ce local des ordures ménagères d'environ 16 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée de la parcelle B 2379, n'est plus affecté au service public et à l'usage direct du public, prononcer son déclassement du domaine public, puisqu'il en fait partie, autoriser sa cession à l'euro symbolique au propriétaire de la terrasse qui est située juste au-dessus et du garage qui est adjacent, dire que l'acquéreur du local supportera tous les frais, droits et émoluments liés à cette vente, frais de géomètre et actes notariés inclus, et autoriser Madame le maire, comme d'habitude, à faire le nécessaire. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Juste une question. Pourquoi vous n'avez pas appliqué le tarif des domaines? Il y a pour 100 €. Oui, en plus il y a ça. Alors, ce local, il a été impacté par des... mince, il y avait eu des dégradations dans le local, en tout cas, et donc il y a tout le mur qu'il faut refaire, etc. Il y a pas mal d'éléments, donc il vaut mieux qu'on le vende. C'était d'un commun accord avec... voilà, donc à 100 € ou 1 €, on est vraiment sur les... Voilà, donc on est parti sur 1 €... à l'époque, et les domaines nous ont dit 100, on est sur des montants qui sont quand même dérisoires. Et puis, ça permet au moins que ça soit fermé, propre, et on n'a pas d'utilité à le garder, plutôt que ça soit détérioré. Voilà. Les futurs propriétaires sont obligés de toute manière de procéder à des travaux pour réhabiliter le mur intérieur. Qui est contre ? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et puis je crois qu'il y avait une dernière délibération. La dernière, très simple, il s'agit d'autoriser Enedis à traverser le domaine public pour passer un câble qui devra alimenter dans la zone des éoliennes, sur l'avenue des éoliennes d'ailleurs, la future construction de Fabemi. Donc Enedis, bien sûr, souhaite, comme d'habitude, que ce soit formalisé par une convention. Et le conseil municipal est invité à autoriser Enedis à établir à demeure sur le domaine privé de la commune, sans indemnité, 2 canalisations souterraines sur la parcelle cadastrée C1622. C'est ce que je disais, c'est un bout de trottoir, entre guillemets, qui court le long de l'avenue des éoliennes. Demander à Enedis que la convention de servitude fasse bien sûr l'objet d'un acte authentique par devant le notaire, approuver les termes de la convention de servitude qui est jointe en pièces à côté, et approuver les termes de la convention de servitude et autoriser Madame le maire. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions
sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je laisse la parole à Karine Bello. Bonsoir à tous. Donc cette délibération concerne la constitution d'une servitude de passage de canalisation sous le chemin du Plan pour permettre la réhabilitation d'un assainissement autonome. Donc Monsieur Leleu, qui souhaite réhabiliter son système d'assainissement autonome, habite sur la parcelle T447. Mais il souhaitait ses eaux usées sur une parcelle qui est de l'autre côté du chemin et qui est la parcelle 231. Donc il nous demande d'autoriser une servitude sous le chemin du Plan pour passer la conduite qui pourra lier son habitation et le traitement des eaux usées. On considérant que la totalité des frais liés à cette constitution de servitude, frais de géomètre, actes notariés, réfection du chemin du Plan et liés à la constitution de la servitude seront supportés par le demandeur et ses ayants droit. Le conseil municipal est invité à autoriser la constitution d'une servitude, dire que le demandeur supportera l'intégralité des frais liés à la constitution de la servitude et autoriser Madame le maire à signer au nom de la commune la convention de servitude. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Malika, sur les tarifs d'occupation du domaine public. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, la commune a lancé un appel à candidature pour accueillir des food trucks sur certains emplacements du domaine communal. Il s'avère que certains souhaitent assurer les services midi et soir et que cela n'a pas été formellement prévu dans la tarification. Par ailleurs, la puissance électrique et donc la consommation des food trucks peut être importante et il convient donc d'ajuster la tarification des emplacements avec fourniture d'électricité en tenant compte de la puissance demandée et de la durée de présence sur l'emplacement. Ainsi, outre le forfait d'installation de 2,50 € par service, il est proposé d'ajouter un tarif de 0,25 € par heure et par kilowattheure de puissance demandée. Voilà. Tout est bon. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 14. Donc, on vous propose de fixer le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté commune Drôme-Sud-Provence dans le cadre d'un accord local. Vous savez, avant chaque renouvellement de gouvernance, ça avait été fait en 2019. Et donc, il y a eu des discussions au niveau de l'intercommunalité pour voir qu'est-ce qui pouvait être proposé. Soit c'est le droit commun, soit c'est l'accord local. Suite à la dernière réunion, c'est cet accord local qui a été proposé. Il risque certainement d'avoir d'autres discussions entre les maires. Ce qu'on vous propose, c'est de délibérer sur l'accord local au regard de la dernière discussion. Et s'il y a des choses qui évoluent courant été, eh ben on refera un conseil municipal avant le 30 août, parce que ça doit être délibéré avant le 30 août. Donc on vous propose quand même de passer cette délibération-là, c'est-à-dire de ne pas être au droit commun, mais d'être plutôt sur un accord local qui monte le nombre de conseillers communautaires à 52 au lieu de 42. Et donc d'avoir 7 délégués pour Donzère au lieu de 6 si on est dans le cadre de l'accord local. Et puis de revoir ça en fonction des discussions qui auront lieu au sein des prochaines instances au sein de l'Interco. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui. Oui, il est stipulé unanimité avec les présents. Ce jour-là, il y avait 2 maires qui n'étaient pas présents, et non des moindres. Donc c'est vrai que courant été, on aura peut-être autre chose. Donc c'est pas une question? Non, ce n'était pas une question, c'est juste pour Okay. prolonger ce que tu disais. Ok.
Pas de questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. On vous propose donc un petit point sur l'éclairage public. Vous vous souvenez, il y a à peu près 2 ans, on en avait discuté en conseil municipal suite à un premier sondage que l'on avait réalisé. On était passé l'extinction de l'éclairage public. 6 mois après, on avait refait le sondage sous le même format, où les résultats étaient plutôt positifs. Au bout de 2 ans, et par rapport à des discussions qu'on pouvait avoir avec les Donzérois, on a re-questionné sur l'extinction de l'éclairage public, ce qui a permis d'avoir des résultats donc, au mois de mars. Je crois qu'on a eu nos résultats à ce moment-là, et on s'était engagé effectivement à en rediscuter en conseil municipal, parce que la décision avait été prise en conseil municipal il y a 2 ans sur l'extinction totale de l'éclairage public sur la commune. Pour être très clair, donc on a eu beaucoup plus de réponses au questionnaire. Le questionnaire, c'était le même qu'il y a 2 ans, ce qui permet vraiment de voir l'évolution dans le ressenti des Donzérois. Les choses sont assez claires par secteur géographique, on va dire. Donc, soit on est sur des quartiers où globalement la majorité des Donzérois, et vraiment la grosse majorité des Donzérois, sont favorables à l'extinction de l'éclairage public, comme ce qui est proposé aujourd'hui, avec une augmentation de l'éclairage public l'été, et que ça revienne sur 22h30 l'hiver. Donc sur ces quartiers-là, il n'y a pas de sujet particulier. Et on se retrouve avec par contre d'autres quartiers, ce sont les quartiers, on va dire, les plus denses. Clairement, on est sur le cœur de ville et le quartier d'Enclos, où là, par contre, les résultats sont carrément à l'inverse, et qui indiquent qu'il y a un sentiment d'insécurité, le fait que l'éclairage public se coupe, on va dire, à 23h jusqu'à 5h du matin. Donc on en a rediscuté effectivement avec l'équipe. Il y a plusieurs options qui sont possibles. Déjà, pour faire un petit point, aujourd'hui on est 100% de notre éclairage qui est en LED, à part les 2-3 voiries qui doivent être refaites et sur lesquelles les luminaires seront repris. Mais donc ça joue vraiment sur une vingtaine de points qui seront finalisés d'ici là. Donc on peut estimer donc 100% des voies éclairées qui sont équipées. On a plusieurs options. Donc soit on maintient effectivement le positionnement qui était celui qu'on avait pris il y a 2 ans, où on sait qu'en termes de la maîtrise énergétique, c'est un vrai plus, parce que, juste pour vous rappeler, mais dans les éléments qu'on avait identifiés, ça nous a quand même permis de baisser par 4 la consommation électrique liée à l'éclairage public. Alors, il y a les 2 aspects. Il y avait effectivement l'extinction nocturne, qui est impactant, et puis aussi le passage à LED. Il y a ces 2 éléments qui sont à prendre en considération. Mais donc, la consommation est passée de 280 kWh à 70 000 kWh, donc c'est pas neutre, loin de là. Et donc ça permet quand même de préserver la biodiversité et puis de maîtriser l'énergie sur notre commune. Par contre, il peut, et on le voit, avoir un sentiment d'insécurité sur les quartiers les plus denses. En fait, très clairement, quand il faut se garer à un endroit et après avoir plusieurs centaines de mètres à faire à pied, c'est là où le sentiment d'insécurité ressort. Voilà. Donc, soit on maintient, soit on rallume 100% de l'éclairage public. C'est aussi une hypothèse, mais ça veut dire qu'effectivement, on n'est plus du tout sur les économies qu'on a pu constater, et donc on se grève quand même de façon assez importante, parce que, alors, pour vous rappeler, au lieu de parler en kilowattheure, en gros, ça nous a permis de passer de 80 000 euros à 58 000 euros. Donc c'est quand même pas neutre non plus. Et donc quand on cumule ça tous les ans, depuis qu'on l'a mis en place, ça nous fait quand même une économie de 320 000 euros cumulée.
Et puis après, il peut avoir aussi un scénario qui est un peu un entre-deux, qui est on rallume partiellement le centre-ville, le cœur de ville et l'enclos. Et sur les mâts qu'on rééclaire, on est sur une diminution d'intensité et on le met à 20% au minimum. Mais ça assure quand même, ça permet de sécuriser un peu les déplacements dans les petites ruelles, aux endroits effectivement où les gens sont obligés de se garer à quelques centaines de mètres de leur habitation. Oui, monsieur Thibaut Dutoit. Alors, ça, on a regardé un petit peu, effectivement, ce fonctionnement-là. Le problème, c'est que ton capteur, à chaque fois qu'il se redéclenche, il est à 100% et non pas à 20%. Donc, en termes d'économie, tu as beaucoup plus intérêt à être sur de l'abaissement sur 5 ou 6 heures à 20%, plutôt d'avoir ce capteur-là. Et en plus, le problème, c'est que ça fonctionne pas tout le temps. Si tu as un chat, s'il pleut ou quoi que ce soit, ça peut aussi se déclencher. Donc, c'est pas parfait. Ça peut fonctionner pour certains endroits. Par exemple, on l'a mis en place et on a un capteur là pour le coup tout le temps entre le terrain de foot et le boulodrome, parce que là on n'a pas beaucoup de passages et on a mis des capteurs, mais des capteurs tout le temps, et c'est un épiphénomène, mais après sur ces secteurs là ça serait pas intéressant. Oui. Alors, non, c'est pas très compliqué parce que pour le coup, on reçoit les chiffres de la gendarmerie tous les trimestres. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas plus de dégradation, au contraire, depuis que c'est éteint. Et même, je dirais, au contraire. Et je vous rappelle, dans l'échange qu'on avait eu il y a 2 ans, au début, on avait fait la proposition de laisser le cœur de ville éclairé. Et dans nos échanges avec Patrick Scotto, il nous avait dit non, mais la crainte, c'est que si vous laissez éclairer le cœur de ville, ça soit là où ça soit le lieu de squat. Bon, en tout cas, on ne peut pas faire fi du sentiment des gens qui habitent ces quartiers-là. Et à mon sens, mais ça n'engage que moi, je pense que ça vaut le coup de retester en éclairant et en adaptant. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas les armoires d'éclairage public, elles ne sont pas super bien calées sur les rues, etc. Donc, ça fait faire quand même des petits aménagements, mais à la marge, parce qu'on est sur des secteurs assez bien identifiés. Hein. Enclos et cœur de ville, ça concerne 3 postes vraiment à retravailler. Mais je pense qu'on ne peut pas faire fi du retour des donzérois sur ces quartiers. Et en plus, c'est très clair, hein, extérieur, on est sur du 80% qui est OK, et de l'autre côté, on est sur du 70% qui est contre. Donc, il faut aussi l'entendre, quoi. Oui, Gaby. Mettre quelques éclairages piétonniers qui soient en permanence, là où il y a une forte densité de passage le matin ou le soir. Là. Juste quelques éclairages comme il y a vers le moulin, là, des petits éclairages locaux. Le problème, c'est que si on retire quelque chose en doublon, ça va nous coûter 10 fois plus cher. Il faut s'appuyer sur l'existant. Et en plus, aujourd'hui, tous nos luminaires sont en LED. Donc, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre plus importante. Et ça fait exactement... Nos mâts, ils ne sont pas gênants, que ce soit le mât ou que ce soit le piéton. Dès lors que c'est éclairé, après, ça répond à la demande. Est-ce qu'il y a d'autres positionnements ou interrogations aussi sur ce sujet-là ? D'autres interrogations, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, parce que vous avez parlé de 100%, d'éclairer 100% la commune, est-ce qu'il serait possible, pendant 3 mois, d'éclairer 100% la commune pour voir la consommation électrique qu'on a avec les LED ? Ce qui permettrait, après, dans l'avenir, de se dire, ben voilà, l'hiver, on peut baisser de temps, on gagnera temps. Parce que là, à l'heure actuelle, on n'a pas la réalité. Ça, on peut le calculer sans difficulté. Le seul petit bémol, et je le redis, c'est qu'on a quand même la majorité des donzérois qui sont favorables à que ça reste éteint sur 22h30, 5h. Après, l'économie de cette tranche-là, oui. Même on peut arriver à identifier l'économie que l'on perd ou que l'on fait en fonction de la demi-heure. Ça, on l'avait calculé. Vous l'avez en tête ou pas, Dominique, là-dessus ? Mais on n'a pas besoin de le faire on n'a pas besoin de tout remettre pour se rendre compte. Ça, on sait le calculer.
On sait combien un mât nous coûte s'il est éclairé toute la nuit, ou tu te fais un prorata en fait. La consommation à LED, elle est de combien aujourd'hui? La consommation avec les LED. Parce que là, auparavant, vous avez parlé de 280 000 kilowatts. Oui. Et le 280 000 kilowatts, c'était un mélange de LED et de voilà. Et au fur et à mesure, on a enlevé les LED, etc. Ah oui, alors voilà, on l'avait calculé, c'est 11 000 € la demi-heure en LED, de mise ou pas mise sur toute la commune. Voilà. Donc tu fais ton calcul sur toute la commune, hein, c'était ça. Donc tu fais vite le calcul. Voilà. Après, voilà, c'est vrai que le questionnaire, le sondage, il est assez intéressant sur la perception des Donzérois par rapport à ce point-là, quoi. Après, moi, je trouve que 23h30, disons, si on éteignait à minuit, ça serait un peu plus acceptable, parce que bon, on arrive en période estivale, l'été, les gens sortent. Bon, une demi-heure près, je veux dire, c'est vrai que quand vous rentrez le soir, bon. Oui, je sais que des fois, c'est compliqué. Non, mais sur la partie, effectivement, l'été, on peut très bien se dire qu'on passe à minuit. Hein. Voilà. Minuit surtout, alors on peut se dire aussi que c'est sur le cœur de ville, par exemple. Parce que dans les lotissements, mais dans le cœur de ville, on peut passer à minuit sans problème. Ouais. Ça pourrait être. Donc je sais pas ce que. Mais c'est jouable. Ouais. Surtout quand on a des périodes où il fait quand même chaud, on sait que les gens sortent le soir. Ils sortent, et encore plus quand on est en appartement, où en fait malheureusement il n'y a qu'à l'extérieur où on arrive à avoir un peu d'air. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on dit? On se dit qu'on part sur le scénario 3 avec le rallumage partiel centre-ville, avec l'histoire de l'abaissement 20% le soir, et qu'on est sur un éclairage... de toute façon, dans ces quartiers-là, donc ça sera plutôt la totalité de la nuit, et on passe à minuit sur le centre-ville au lieu de 23h30. Centre-ville large, mais pas lotissement, quoi. On fait ça? Est-ce que ça convient à tout le monde, ou est-ce que... Oui. Après minuit, tu passes à 20% sur le cœur de ville de Donzère et l'enclos. Le reste s'éteint. Et quand on est le cœur de ville, on est vraiment sur les ruelles, quoi. Hein. Donc, Champ de Mars, ruelles, en gros. Voilà. Là où vraiment on ne peut pas se garer devant chez soi. Je vous le soumets. Donc, sur ce scénario-là, donc je redis, donc c'est le rallumage. Donc, on éteint l'hiver à 22h30, l'été à minuit. Avec minuit sur un centre-ville élargi, et on laisse éclairer toute la nuit avec le 20% sur cœur de ville et l'enclos. On parle là-dessus. Donc qui est contre? Tu es... Alors, mais tu sais, c'est ce qu'on fait à chaque fois en fait. Festival et puis les ciné plein air, on enclenche l'armoire qui permet effectivement de faire la connexion piétonne. Comme ce qu'on fait aujourd'hui pour les guinguettes. Les guinguettes, en fait, les armoires sont enclenchées sur 3 points pour que au moins ceux qui habitent dans le centre-ville, ils puissent rentrer à pied, quoi. Mais il y a aussi ça en lien avec la chocolaterie. Quand il y a des gros événements à la chocolaterie, je pense aux motos, des choses comme ça, on éclaire au moins jusqu'au cigale, par exemple. Ça, on le fait, ouais. On part comme ça vous va? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et puis le dernier point qu'on vous proposait aussi, c'était, donc on s'était engagé lors du dernier conseil municipal, de vous présenter le projet de port de plaisance. Donc après l'avenue de Königsberg, parce que l'avenue de Königsberg, pour la petite histoire, je ne sais pas, dans les archives, on a retrouvé qu'elle avait été nommée avenue de Königsberg en 1985. Quand on est allé dans les archives, quand les services y sont allés, ils sont tombés sur cette délibération qui date de 1985, où la commune délibérait pour solliciter une demande d'implantation d'un port de plaisance à Donzère. Et donc 40 ans après, on peut se dire que les choses avancent vraiment, ils sont en train de se concrétiser. En peu de temps, en 4 ans, on a réussi quand même à monter un projet qui est plutôt intéressant.
Donc aujourd'hui, le projet du port de plaisance, il est sur ce tènement-là. Alors pour bien vous expliquer ce schéma, on est au niveau donc de l'espace où il y a le Donzère Festival. Et la connexion que l'on voit là, parce qu'on a pensé le projet en le connectant avec le cœur de ville, et donc la petite partie qui redescend là, c'est nos connexions mobilité piétonne et cyclable pour se raccrocher au cœur de ville. Donc, dans le projet, il y a bien sûr les pontons pour accueillir les plaisanciers. Donc là, on est sur la partie... on a en même temps tout un espace qui est plutôt dédié pour que ça soit un espace de vie, un nouveau espace de vie pour les Donzérois, avec une réalisation d'un terrain de pétanque. On aura bien sûr des toilettes qui seront là, et puis des jeux pour les enfants. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plutôt sur la partie basse, on va dire. Vous voyez les flèches qui indiquent en fait les positionnements. On aura donc une rampe quand vous êtes au niveau de la berge, une rampe pour pouvoir descendre justement dans cet espace-là, pour les personnes qui sont mobiles. Donc ça évitera effectivement d'escalader quand il y a les fêtes, dans un festival ou pour d'autres manifestations. Et on aura aussi toujours l'accès par la pente qui est, comme d'habitude, où les personnes en mobilité réduite pourront descendre par là en véhicule et puis se stationner de l'autre côté. L'idée, c'est que ça soit plutôt un port de plaisance, entre guillemets, vert. C'est ce qui a été identifié dans l'étude qui a été menée par les départements et par l'État. C'est qu'en fait, on a des ports tout le long du Rhône, mais il en manque entre Valence et Avignon. Et le nôtre serait intéressant et il le labellise comme un port vert parce qu'on amènerait tous les réseaux, et dont les réseaux d'assainissement, ce qui n'est quand même pas courant sur les ports de plaisance. Donc ça nous permettrait d'avoir un port où il y a tous les services qui sont apportés aux plaisanciers et qui est plutôt vertueux. En plus de la partie assainissement, l'eau potable et puis la partie électricité. Donc ça, et donc une fois qu'on est sur le Rhône, l'idée qu'on avait effectivement, c'était de lier ce côté plaisancier avec bien sûr notre partie vélo, c'est ce qu'on appelle le développement du tourisme fluvestre, et qu'on puisse, comme on a réalisé la vélo-voie verte entre le pont de Robinet jusqu'à ce port, et qui va aller bien sûr bien plus loin, soit en rentrant dans Donzère, soit en partant vers le sud, vers Pierre-Latte. L'idée, c'est que au niveau de la prise d'eau, on ait tout le nécessaire pour pouvoir à ce que nos cyclistes, nos touristes puissent déposer le vélo, avoir une station, un peu de service, il faut réparer le vélo, etc. Stocker aussi leurs affaires, et s'ils veulent, après, ils vont dans le centre-ville en ayant déposé tout leur matériel touristique qui leur permet de dormir à droite, à gauche, etc. Donc il y aurait ça. Sur la partie ponton, donc, ça nous permettrait d'accueillir en complément de ce qui se fait à Viviers. En fait, on viendrait bien en complémentarité du port de Viviers. On n'est pas sur de la petite plaisance comme à Viviers. On n'est pas sur des bateaux de croisière comme à Viviers, loin de là. On est sur de la moyenne et grande plaisance qui, en fait, ne trouve pas d'amarrage depuis Valence. Donc ça permettrait de pouvoir répondre à cette demande de plaisanciers qui est assez importante. Et juste pour information, donc on a déposé donc ce projet bien sûr à toutes les instances, dont VNF et dont la commission de navigation, où là on a tous les représentants des plaisanciers, et ils sont très heureux de pouvoir avoir une structure comme ça qui se réalise à Donzère. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Donc là, pareil, toujours un ponton. Et le plus du projet, et ça c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est que ça nous permettrait en plus d'accueillir un emplacement réservé pour le SDIS, avec un bateau SDIS. Ça serait, je crois, le 3e bateau qu'ils ont sur toute la partie, sur tout le Rhône. Donc ça serait un vrai plus par rapport aux services que l'on peut avoir sur le Rhône. Voilà, en gros. Donc ça vous permet d'avoir une petite idée du ponton, donc de la berge jusqu'au quai. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y aura aussi une guinguette flottante
Ce qui permettra vraiment qu'on soit sur un lieu de vie qui bénéficie tant aux touristes de passage, tant aux Donzérois qui veulent effectivement profiter de cette vue sur le Rhône et de ce site qui est simplement magnifique. Voilà la guinguette en gros, bien sûr. L'espace vélo, il a double vertu, celui d'accueillir évidemment les touristes pour qu'ils puissent ranger leurs affaires et rentrer à pied ou se balader le long du Rhône, mais aussi pour les Donzérois qui viendraient sur le site en vélo. Et puis, je voudrais préciser une chose, c'est que tous les pontons que vous voyez, puisque j'ai fait partie du projet, en fait, ils sont flottants et donc il n'y a pas de dragage. C'est ça qui est important, c'est ce qui permet de baisser le coût de manière considérable. Il n'y aura pas de dragage du Rhône. Voilà, si je ne m'abuse. Ah mais tout à fait. Le projet, il a été pensé pour minimiser les frais d'entretien et en même temps de prendre en considération toutes les contraintes qui étaient sur le site. Et il y en a quand même pas mal des contraintes. Voilà en gros, ça je ne sais plus pourquoi c'était. Donc pour bien rappeler en fait que sur la partie connexion mobilité douce, donc ça nous permettrait de prendre le petit cheminement qui rentre dans le centre-ville et qu'on travaillerait le passage sous la voie ferrée pour qu'il soit accessible et qu'on ne se retrouve plus à se clouer, se plier en deux pour passer dessus. Donc il y aurait un travail qui serait fait là-dessus. Les gens après peuvent se garer, pour ceux qui viennent en voiture, ils peuvent se garer sur la parcelle qui est dédiée aujourd'hui principalement pour le Donzère Festival. Mais donc il serait un peu plus aménagé sur cette partie-là. Et après, il y a de l'autre connexion qui est plutôt vélo, et je ne suis pas sûre qu'il y ait une planche là-dessus, où en fait, il y a un cheminement qui est prévu entre on va dire, au bas des rivières et qui arrive jusqu'au PIMS. Donc voilà, donc il y aura ces deux aspects-là, ce qui permet de venir après dans le centre-ville directement et tout ne sera pas noté, etc. Et donc même en train, ce qui permet effectivement de multiplier les mobilités. Donc on aura un nouveau point d'entrée du Rhône, donc ça sera une nouvelle porte d'entrée, et de pouvoir mailler les différentes mobilités si on le souhaite aussi. C'est tout l'intérêt de notre positionnement à Donzère. Donc juste pour rappel, aujourd'hui où c'est qu'on en est, donc toute la partie technique est assez lourde et surtout administrative parce qu'il faut pas mal de validation de tous les partenaires. On a eu enfin la validation de la CNR, d'EDF, donc de la commission de sous-navigation de Lyon, et on attend maintenant plus que l'Adréal où il y a un dernier échantillonnage qui doit être réalisé courant juillet. Si tout est bon, ça veut dire que les marchés peuvent sortir fin d'année et que des travaux peuvent être réalisés en 2026. Voilà, et sur le financement, c'est ce qu'on a dit donc la dernière fois, on est sur un projet à 2 millions d'euros, en sachant qu'on a déjà des subventions importantes qui sont validées. L'État à hauteur de 500 000 euros, le département à hauteur de 400 000 euros, la région à hauteur de 600 000 euros et CNR qui doit venir nous accompagner également. Donc je pense que le projet ne peut pas être mieux financé que ça, d'où l'intérêt aussi que ça avance rapidement pour qu'on puisse être sûr de... Donc voilà, normalement il n'y a aucun problème, mais plus les années passent, moins on a de certitude non plus. Donc voilà ce projet du Porte-Plaisance. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à celui-ci. Oui, quelles sont les retombées financières que vous attendez du passage de ces bateaux? Mais concrètement, est-ce qu'ils vont payer quelque chose à la commune? Et au niveau de la guinguette aussi, quelle est la rentabilité que vous attendez de cette guinguette? Alors, on n'est pas une entreprise privée, donc nous, on ne cherche pas une rentabilité particulière. Ce que l'on souhaite, c'est que par contre, ça s'équilibre dans nos charges de fonctionnement. Donc, bien sûr que les plaisanciers paieront. Il y aura un système de bornes où ils paieront à la borne par rapport à leur consommation électrique et l'occupation du domaine public. Et sur la guinguette, c'est pareil. Il y aura une délégation de service public qui sera lancée et avec un financement qui sera apporté. Mais l'intérêt, c'est que sur la partie entretien,
tout cela s'équilibre avec les redevances que l'on aura autant sur les plaisanciers que sur la guinguette, et que ça gagne en attractivité pour la ville de Donzère et pour les touristes, pour les habitants, que ça fasse venir du monde. Les retombées après économiques, on les sentira auprès de nos commerces, etc. Et puis en termes même de retombées même plus régionales, etc. Oui, d'attractivité, de visibilité de la commune. Parce que c'est l'objectif de tout ça. On a refait faire la voie verte qui longeait les falaises. C'était le plan 1. Le plan 2, c'est ce projet de halte fluviale qui va nous donner un accès de l'autre côté de la voie de chemin de fer, puisque c'est quand même le gros problème de toute ville quand on a des axes qui sont coupés par des voies de chemin de fer, par des routes, tout ça. On a la chance d'avoir déjà, à partir de ce petit justement parking, qui est, je ne sais pas si vous le situez, c'est la deuxième, c'est juste après la première maison sur la droite quand on passe sous la voie de chemin de fer. On a déjà une voie qui est juste à entretenir pour accéder jusqu'au PIMS, jusqu'à la gare. D'ici, est-ce qu'on aille jusqu'au passage des Bonniers sous la N7, il n'y a pas loin, qu'on l'estampille variante de la Via Rona, il n'y a pas loin, et qu'on touche des subventions pour ça, il n'y a pas loin. Pour rappel, en 2017, a été quantifié les cyclistes sur la Via Rona à 1 300 000. En 2017, on est 8 ans plus tard, et on estime actuellement qu'ils sont à peu près 2 millions de cyclistes à passer à Donzère, entre Lyon et Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc le côté multimodal a été développé par l'accès vélo, piéton, voiture, train. Donc on est dans cet esprit-là pour arriver à multiplier, enfin à développer l'attractivité de Donzère. Voilà la finalité du projet. Non. Surtout pas parce que... Ah mais non. Non, surtout pas. On est en pleine zone biotope, ça serait pas accepté qu'il y ait du goudron qui soit là. Loin de là. Ouais. Je prends le micro. Donc il y aurait une capitainerie pour un accueil annuel, du coup ? Non, c'est fait avec un système de bornes. Il n'y a pas de capitainerie, c'est pas prévu. Et c'est pas l'objet, c'est pas le souhait, parce que la capitainerie, ça veut dire qu'il y a des charges d'entretien qui sont beaucoup plus importantes. Là, c'est un système de bornes, un peu comme le système camping-car, où en fait le bateau vient, il paye en fonction de sa consommation, il paye l'emplacement et puis sa consommation, etc. Ouais. Et au niveau technique, tout à l'heure, tu parlais de pontons flottants, sans dragage. Donc, du coup, construction de piliers bétonnés sur lesquels on oui, c'est des pieux. Oui. C'est des pieux comme sur chaque port de plaisance. Donc, en fait, ce qui est le plus long dans ce projet-là, c'est vraiment toute la partie technique et administrative. Une fois que les travaux vont être réalisés, vont être lancés, ça ira très vite, parce que les systèmes de pieux et de pontons, c'est assez léger à réaliser. Ça, c'est pas le plus compliqué du projet. Alors après, quand dans un usage annuel, donc puisque ce sera des bornes pour les bateaux qui viendront, c'est la mairie qui sera responsable de tout ça, au niveau financier, je parle. Ah bah oui, ouais. C'est ce qu'on a dit. En termes d'entretien, oui. Et l'idée, c'est que ça s'équilibre avec effectivement les redevances. C'est pour ça qu'on veut surtout pas de capitainerie, parce que capitainerie, ça veut dire des frais importants, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, est-ce qu'il est prévu le développement d'autres activités nautiques ? Je pense peut-être à des canoës-kayaks, des choses comme ça. Alors, on avait une assistante de maîtrise d'ouvrage avant de lancer ce cahier des charges-là. Le problème, c'est que ça ne tient pas. Kayak, alors il y a une rampe d'eau côté Vivier, mais nous, de notre côté, c'est trop dangereux. Et puis, il faut rester côté Vivier pour rester sur le Vieux-Rhône.
Donc très rapidement, le cabinet nous a dit que tout ce qui était sport nautique, c'était plus compliqué. Et pour le coup, ça c'est une offre qu'il y a aussi de l'autre côté du Rhône. Donc on avait vraiment dans l'intention de ne pas venir en concurrence avec ce qui se fait à Viviers en face et d'être plutôt en complémentarité. Parce qu'aprret tout ce qui est jet ski, etc. Alors je crois que ça va être, en tout cas c'est réglementé fortement. Mais le club est de l'autre côté, donc on a juste à traverser le pont de Robinet pour avoir cette offre-là, quoi. C'est interdit parce que à partir du pont de Robinet, dès lors avec les barrages, il y a beaucoup d'activités qui ne peuvent pas être acceptées sur cet espace-là. Donc ça réduit la possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet ? Pas de questions. Et c'était juste une présentation. Il restait plus qu'un point qui était les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions du maire, qui est illisible, bien sûr, à l'écran, mais vous l'avez reçu en papier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces décisions ? Oui, je t'écoute. Hein. Une question que on aurait dû poser par écrit. Les gens se posent des questions au niveau du bolo. Parce qu'il y a du démolissement, donc il y en a qui parlent de ci, il y en a qui parlent de ça. Donc, Au bolo, tout simplement, donc le bolo était en vente. Et donc c'est un privé qui a racheté pour faire des locaux commerciaux, dont une boulangerie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas plus, et ben je vous propose de lever le conseil municipal et je vous souhaite un très bel été. N'oubliez pas le Donzer Festival le week-end prochain. Et puis à partir du 19, on reprend pas du 19. Le mercredi après le Donzer Festival, on reprend nos guinguettes et qui ont été très sympas hier soir. Ah, et samedi cinéma et avec le passeur d'histoire aussi. Le 5, donc le 5 c'est samedi aussi, et c'est très sympa. Je crois que le passeur d'histoire est au Parc Méno, si je dis pas de bêtises. C'est ça ? Ouais. Donc en tout cas, on aura un été qui sera riche en festivités. Bonne fin de journée, merci à tous.